pense que l'avenir des SCPI, mais tout le monde ne peut pas le faire, c'est de devenir de plus en plus, si j'ose dire, mondial. Ouais. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans une nouvelle séquence qu'on vous propose désormais régulièrement qui s'appelle Thé, Café au SCPI. Donc j'ai plaisir à accueillir Daniel Wall, qui est notre directeur de la recherche et de la stratégie. Alors tu es thé, café ou SCPI? Alors moi, je suis plutôt très café Ouais. et très SCPI. Bon, écoute, ça tombe très bien. On va donc discuter ensemble à bâton rompu et alternativement, je recevrai des gens de la maison, Daniel, ça peut être aussi David, notre directeur de la gestion, ainsi qu'Isabelle Claire, etc. Donc on aura plaisir à vous donner comme ça quelques commentaires, quelques avis, quelques humeurs peut-être même aussi sur l'actualité. Donc on va démarrer cette séquence, notamment ce que je voyais dans la presse régulièrement, ou récemment plus exactement, donc suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Je sais que tu es intervenu il n'y a pas très longtemps sur ce sujet avec certains des confrères, on va bénéficier d'une synthèse. Exactement, comme souvent pour l'immobilier, si on parle des conséquences sur l'immobilier, c'est évidemment les politiques des banques centrales, du niveau de taux qui vont je dirais, donner le rythme de la danse. Le consensus, c'est quand même plutôt que la politique, disons, de Donald Trump sera un peu plus inflationniste, un peu plus pro-croissance, et donc probablement un peu plus, je dirais, conservatrice en matière de taux d'intérêt, que ce qu'elle aurait été si sa rivale avait été élue. Il faut quand même dire en amont que la situation des États-Unis n'est absolument pas celle de l'Europe en matière de taux d'intérêt et en matière de croissance en général. Les États-Unis bénéficient d'une croissance qui est très forte compte tenu de la situation, d'une inflation qui a des chances de rebond plus importantes. Et donc, je dirais que ce à quoi on assiste, c'est plutôt une sorte de découplage entre Europe et États-Unis, entre une Europe qui, si elle veut éviter une récession, aura quand même plus tendance à baisser rapidement ses taux directeurs, et des États-Unis qui ont plus de marge de manœuvre à cet égard. Oui, parce que la croissance est là, en effet. Et néanmoins, il y a quand même des relations entre ces deux continents, et donc Bien la sûr. relation transatlantique pour nous est importante. On a même vu donc, tout récemment la nomination donc, à la santé. Je dirais les plus importantes pour nous Oui, que pour eux. exactement. Et c'est tout le sujet de l'élection de Donald Trump. Exactement. Donc on a vu aussi récemment dans cette lignée-là donc la nomination, ce qui a un peu surpris les marchés, de Robert Kennedy Jr. À la santé. Donc beaucoup de valeurs, de titres ont été un peu dézingués. Donc Ouais. c'est quoi ton analyse par rapport à ça, cette fois sur la santé? Au-delà des aspects médiatiques, je crois qu'il faut peut-être dézoomer un peu et comprendre à quel point le secteur de la santé a un caractère stratégique pour les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont un des pays peut-être le pays qui dépense le plus en matière de santé. Je crois que c'est 17 ou 18% du PIB. Chez nous, c'est 10-11%. Et donc, c'est un des pays où la santé coûte le plus cher, alors que l'espérance de vie est en fait inférieure à la moyenne des pays comparables, et qu'elle tente à se dégrader, et qu'il y a tout un tas de problèmes de santé. Tout le monde pense à l'obésité, mais c'est l'obésité, c'est les opioïdes, c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques, qui deviennent un vrai problème presque de sécurité nationale. Il faut savoir qu'il y a de moins en moins de jeunes Américains qui sont en état de combattre. Donc ça a aussi des conséquences en matière de défense. Et d'ailleurs, je crois que le budget dont Robert Kennedy sera responsable est quasiment équivalent à celui de la défense. Ah ouais. Donc on parle d'un énorme secteur. Pourtant, on a coutume de dire qu'aux États-Unis, on n'est pas forcément protégé. Enfin, le système de protection sociale, et notamment en matière de santé, c'est du privé, du privé, du privé. C'est-à-dire que chacun se protège, la protection est privatisée, si on ose dire, elle n'est pas universelle et étatique comme chez nous. Mais du coup, ça coûte plus cher, parce qu'il y a une sorte de concurrence qui pousse les prix à la hausse par le système des assurances privées. Mais au-delà du caractère simplement économique, il y a aussi, à mon avis, avec Robert Kennedy, si on prend au sérieux le programme qui est le sien, une sorte de recentrage des priorités de santé publique
vers ce qu'il appelle les maladies chroniques, vers les additifs, une agriculture biologique un peu plus saine, confère le débat sur le Mercosur, qui a aussi ce sous-jacent-là. Et donc, ce qui a un peu dévissé en bourse après la nomination le projet de nomination de RFK, c'est plutôt le labo pharmaceutique. C'est plutôt ce secteur-là dont on peut penser, si RFK arrive à ses fins, qu'ils vont recentrer leurs priorités sur les priorités, je dirais, nationales et stratégiques des États-Unis. Faire des beaux points d'entrée pour aller sur ce marché finalement dans quelques mois. Je pense que ça fait des très bons points d'entrée parce que, en fait, d'une part, il y a cet effet purement de rebond technique, de rebond mécanique, mais il y a aussi quand même l'idée qu'il y a de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir, parce qu'il y a du grain à moudre en matière d'amélioration de la santé des Américains pour ces agences-là. Et donc des impacts, j'imagine, sur les établissements, sur l'immobilier finalement lié à la santé. Bon, voilà. Quelque part, donc également un centre d'attraction pour nous. Exactement. Donc, aller chercher au-delà évidemment du territoire national comme on le fait habituellement, mais là, traverser l'Atlantique pour aller chercher aussi des opportunités. Je pense que l'avenir des SCPI, mais tout le monde ne peut pas le faire, c'est de devenir de plus en plus, si j'ose dire, mondial. Pour des raisons qu'on a un peu esquissées sur l'Europe et les États-Unis et le fait que l'Europe est un pays mature, est un continent mature, protecteur, mais il y a un potentiel de croissance aux États-Unis qui est différent. Il y a une stat que j'aime bien citer parce que souvent on ne l'a pas en tête. D'ici 2050, la population en âge de travailler aux États-Unis, c'est plus 20 millions. En Europe, c'est moins 50. Donc, à un moment donné, ça pèse. La dette, c'est une chose, le dollar, c'est une chose, mais enfin, le nombre de gens en âge de travailler, et je ne parle même pas de l'attraction, notamment des élites, par les États-Unis, dans les universités, etc., tout ça, ce sont des choses qui comptent. Donc en fait, moi, je pense qu'il faut modestement mais sûrement regarder de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour te répondre sur l'immobilier de santé et sur un peu ce qu'on doit pouvoir en attendre, nous, dans notre métier chez Eurial, je pense que les États-Unis sont en avance de phase sur beaucoup de changements d'usage de l'immobilier de santé. On peut parler de la télémédecine, on peut parler de ce qu'ils appellent value-based care, c'est-à-dire le fait de non pas d'avoir comme on a nous la tarification à l'activité, c'est-à-dire que tu es une clinique, plus tu performes d'actes médicaux, plus tu es payé, mais d'être payé sur le résultat, sur est-ce que tu as guéri ou pas la maladie. On reconnaît bien les États-Unis, là, ce comportement. On reconnaît bien les États-Unis, mais c'est tout un système de rationalisation du système de santé, qui avait d'ailleurs déjà commencé sous Obama, qui va être mise en place, et ça a des conséquences immobilières. Il est évident qu'à partir du moment où les cliniques deviennent de plus en plus des établissements de services connectés à de l'hôtellerie, connectés à du résidentiel, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle outpatient clinic, c'est-à-dire le fait d'aller et venir dans la clinique et non pas d'y rester pour plusieurs jours, c'est de plus en plus de services, de moins en moins d'hébergement, de plus en plus de technologies. Il y aura forcément du personnel, mais on sait que c'est une grosse charge financière pour ces établissements-là. Ça a des impacts immobiliers et donc c'est le sujet de ce que j'appellerais l'obsolescence d'usage qui s'accélère en immobilier de santé, mais comme dans les bureaux, comme dans toutes les classes d'actifs immobiliers en vérité. Donc je pense que d'un point de vue même purement de design immobilier, il est très important de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Clairement, c'est un indicateur avancé du marché de l'immobilier d'une part, de l'immobilier de santé d'autre part. Et ce que tu évoquais à l'instant, c'est notamment, on en voit déjà quelques illustrations très prégnantes avec l'importance vraiment là aussi majeure de l'ambulatoire qui a évolué de façon considérable. En tout cas, c'est forcément un terrain ou un terreau sur lequel on va forcément travailler. Donc on reviendra avec quelques très bonnes idées. Allez, on va dire en début d'année, je pense qu'on reviendra vers vous avec des vrais rendez-vous et des vraies illustrations de ce qu'on vient de se dire. Daniel, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Avec plaisir. Un nouveau café ? Avec plaisir. À très bientôt. Merci.